Katali dire un mot au sujet de notre échange d'aujourd'hui. Bonjour à tous. La Fondation Positive Planète et Positive Planète International sont très heureux de vous accueillir pour cette conversation que nous avons aujourd'hui sur la pandémie et sa tragédie, spécialement en Afrique, où, comme vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, Positive Planète est impliquée dans l'action depuis plus de 20 ans et où aujourd'hui elle réoriente en partie et assez largement son action pour aider ceux qui sont les principales victimes de cette situation. L'Afrique est très diverse. Nous avons le grand privilège aujourd'hui d'avoir des grands acteurs à Madagascar, en RDC, au Maroc. Notre ami Denis Mukwege cherche à se joindre en ce moment. Ça a l'air difficile, mais sinon, je vais trouver une autre façon de le mettre en ligne puisque ça fait 15 minutes qu'il cherche à être avec nous. Merci à tous d'être là et je laisse Catel conduire la discussion dans laquelle j'interviendrai comme un participant. Les enjeux sont immenses et c'est un grand privilège que de pouvoir échanger avec des grands experts, des grands acteurs du monde d'aujourd'hui en Afrique pour savoir ce qui s'y passe. Merci beaucoup Jacques, merci Liès, un grand bonjour à vous tous, aux gens qui continuent de se connecter. Je vois que les participants continuent de se connecter, bienvenue. Donc pour cette conversation essentielle, nous avons un panel d'éminentes personnalités aujourd'hui qui, comme Jacques Attali le disait, viennent de différents pays mais représentent aussi différentes perspectives pour qu'on puisse discuter de la situation, de la réponse et des perspectives quant à la situation sanitaire autour du Covid-19 en Afrique. Je souhaitais commencer par un état des lieux sanitaires avec le docteur Mukwege, mais je pense que je vais, étant donné qu'il essaie encore de se connecter, vous donner la parole directement, monsieur le maire. Mon téléphone en ligne maintenant et le professeur peut parler, on va l'entendre. Oui, j'attends qu'il se mette en ligne. Ok. Essayez de vous connecter et je vais mettre. Denis peut parler maintenant, il va entendre la conversation au moins au téléphone et s'exprimer. Merci. En attendant qu'il se connecte en vidéo, le docteur Mukwege nous entend depuis Bukavu et peut participer à la conversation par mon téléphone. En attendant. Merci. Merci. Denis, tu entends? Denis? Denis, tu entends? Allô? Denis, tu entends? Bon, continuez. Denis, est-ce que tu m'entends? Ah, oui. Voilà. Bon, alors. Bonjour. Voilà. Vous avez Denis Mukwege en ligne comme ça. Bonjour, professeur Mukwege. Vous êtes médecin gynécologue obstétricien en République démocratique du Congo, où vous avez fondé l'hôpital de Panzi, la fondation de Panzi, reconnue comme pionnier dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes, en particulier en temps de guerre. Un travail remarquable pour lequel vous avez reçu le prix Nobel de la paix en 2018. Vous êtes une inspiration pour beaucoup d'entre nous. Merci de nous rejoindre de Bukavu, si vous nous entendez. Et la première question qu'on a pour vous, docteur Mukwege, c'est quelle est la situation sanitaire aujourd'hui à l'échelle du continent? On comprend bien qu'elle est différente en fonction des pays, en fonction des contextes. On entend beaucoup parler de ce qui se passe en Asie, en Europe, aux États-Unis. Qu'en est-il de la situation sanitaire en Afrique aujourd'hui? Merci pour la question. En fait, la situation sanitaire vis-à-vis des Covid-19 en Afrique, elle est très variée. Mais sur le 2 478 634 cas confirmés de coronavirus dans le monde, l'Afrique compte environ 22 513 cas, et ceci représente 0,9% des cas confirmés dans le monde, alors que la population africaine représente 16,6% de la population mondiale. Donc, si nous comparons les taux de contamination des autres continents, par exemple, 44%, l'Amérique 38% et l'Asie 16%, l'Afrique avec 0,9%. Et aujourd'hui, le continent le moins touché, bien sûr, après l'Océanie
Tanzanie qui a seulement 0,33% des cas confirmés. Donc, nous pouvons conclure des jours l'Europe et l'Amérique. Mais la situation sanitaire en Afrique est aussi diversifiée que sont les 54 pays du continent africain. Et là, nous pouvons voir très bien que sur le plan épidémiologique, on constate globalement une distribution qui est différenciée entre du Maghreb et l'Afrique du Sud, qui comparé aux autres pays sont le plus touchés. Et donc, nous pouvons très bien voir, par exemple, l'Égypte comptait 344 cas confirmés avec 239 décès. L'Algérie, 2629 cas, donc 375 décès. Et l'Afrique du Sud, 3158 cas, dont 54 décès. Les autres pays ont de moins de cas. Et à ce jour, par exemple, en République démocratique du Congo, nous comptons seulement 332 cas avec 25 décès. Et ici, comme je vous parle, 3 cas, nous avons eu 3 cas il y a 3 semaines. Hier, nous avions même déchargé 2 et nous restons avec un cas que nous avons. Ce sont des cas importés, donc qui viennent de l'extérieur. D'accord. Je voulais très très bien montrer que... Pardon? Je vous laisse finir. Continue. Oui, on regarde ces statistiques que malgré le drame qui est constitué pour la famille et à chaque personne atteinte, et surtout chaque décès, nous pouvons dire que jusqu'ici, l'Afrique a eu beaucoup de chance qu'elle avait été frappée avec la même rudesse que la Chine, l'Europe ou les États-Unis. Son système de soins fragile, sous-équipé, avec très peu de personnel soignant qualifié, sous-financé, ce système ne pourrait pas faire face à la pandémie. On connaîtrait tout simplement un désastre considérable. Et aujourd'hui, dans son ensemble, l'Afrique a pris conscience de la gravité de la maladie, avec l'expérience de la Chine, de l'Europe et des États-Unis. Cela a amené les pays africains de prendre des mesures de prévention. Les mesures barrières sont appliquées dans la plupart des pays africains et qui aujourd'hui permettent de contenir l'infection et éviter sa propagation. Dans presque tous les pays africains, la pandémie à Covid-19 a été considérée comme une urgence sanitaire qui amena même certains gouvernements à proclamer l'état d'urgence. Je pense que cette situation est très très importante puisque ici, on n'a pas vu comme on avait vu avec le sida, où il y avait certains gouvernements qui étaient dans les dénis. Apparemment, ici, tous les gouvernements sont conscients de la gravité et des mesures conséquentes ont été prises. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus, Docteur Mukwege, de contenir la maladie et de limiter les dégâts. Est-ce que vous pouvez... Donc, qui prennent sur l'avenir, nous savons très bien que jusqu'ici, nous pouvons considérer que l'Afrique est moins touchée, mais... Denis, je me fais le relais de la question que tu n'entends pas. Denis, je me fais le relais de la question. Je me fais le relais de la question que tu n'entends pas. Quelle est votre question, Catherine? Est-ce que je voudrais qu'il parle un petit peu plus de cette réponse sanitaire, hein. Quelles sont les réponses sanitaires les plus appropriées dans ce contexte? On entend beaucoup parler des réponses qui sont appropriées dans d'autres régions, dans d'autres contextes. Quelles sont, selon le docteur Mukwege, les réponses sanitaires les plus appropriées pour l'Afrique aujourd'hui? J'ai entendu. La réponse le plus appropriée, je crois qu'effectivement, ça ne serait pas correct de faire des copier-coller par rapport aux méthodes aujourd'hui appliquées en Europe ou
ou aux États-Unis ou en Chine. Pourquoi? Puisque je crois que le contexte est complètement différent. Vous savez, par exemple, en Afrique, presque 80% dans mon pays, des gens vivent du secteur informel. Donc, si vous demandez à cette population, par exemple, de vivre confiné, le confinement strict est pratiquement impossible par le fait que les gens seront obligés de choisir entre mourir de faim chez eux ou alors prendre les risques de sortir, aller chercher la nourriture à l'extérieur et attraper la maladie. Et donc, nous, par exemple, au Sud Kivu, en République démocratique du Congo, nous avions pris des mesures que nous considérons comme appropriées et qui répondent aux conditions de notre province. Par exemple, en ce qui concerne les confinements, notre population de moins de 60 ans représente 96% de la population. Donc, nous avons une population de 4% qui a plus de 60 ans. Et donc, nous avons décidé à ce que ces personnes âgées qui peuvent rester confinées à la maison soient prises en charge par les jeunes qui peuvent travailler et apporter à manger sans entrer en contact avec eux. Et c'est tout simplement et tout à fait possible, puisqu'ils représentent 34% de la population. Et là, c'est une mesure qui s'adapte à la condition donc de notre population ici, ce qui serait complètement différent en Europe. Merci. Merci beaucoup, Dr Mukwege. Je vais passer à vous, Monsieur le maire. Bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir, Monsieur Nain Anjeti-Sourain. Vous êtes le maire de la commune urbaine d'Antananarivo à Madagascar. Donc, vous étiez auparavant le ministre des Affaires étrangères. Vous êtes aussi une figure emblématique du paysage économique malgache, ayant été à la tête de nombreuses entreprises industrielles et financières de votre pays. Merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui, parce que j'imagine votre agenda plutôt chargé. Je voudrais rebondir ce que vient de partager avec nous le docteur Mukwege quant à la réponse. Comment, en tant que maire de la capitale de votre pays, est-ce que vous avez organisé votre stratégie opérationnelle de réponse pour mitiger cette crise sanitaire autant que faire se peut? Catel, vous m'entendez? Je vous entends, monsieur le maire. Nous vous écoutons. Désolé, j'ai raté la question, ça a décroché d'un coup. Juste la dernière partie, excusez-moi. Ma question est de vous dire, en tant que maire de la capitale de votre pays, donc une population très dense, quelle est la stratégie opérationnelle que vous avez mise en jeu pour répondre à la crise? On vient d'entendre du docteur Mukwege qu'en fait, il faut appliquer les réponses au contexte. On ne peut pas les importer. Quelle est cette stratégie opérationnelle que vous avez définie pour votre communauté urbaine, monsieur le maire? Merci Catel. D'abord, permettez-moi de dire le plaisir et l'honneur que j'ai de participer à cet échange, en particulier avec le docteur Mukwege. Alors, la situation d'abord, parce qu'elle est différente selon les pays. À Madagascar, ça fait maintenant un mois qu'on a eu notre premier cas et nous avons aujourd'hui 80 actifs et pas de morts. Et si on devait comparer la situation de Madagascar à quelques pays de la zone, Maurice, qui a eu quasi le premier cas à 1 ou 2 jours près par rapport à Madagascar, à 95 cas et 9 morts. Je pense que le chiffre le plus marquant, c'est l'Afrique 15 jours avant nous. Ils sont aujourd'hui à 2187 actifs et 58 morts, alors que nous n'avons que 80 cas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord fermé les frontières et c'est plus facile parce que c'est une île. Il a suffi d'arrêter les avions, quoique après, il y a eu des bateaux qui ont ramené 1 ou 2 cas au port de Tamatave. Et on a eu pendant le premier mois qui s'est terminé hier, une période de confinement que je dirais de confinement à la malgache. Un confinement mou.
état d'urgence sanitaire, couvre-feu, une ouverture des marchés uniquement en demi-journée pour les produits alimentaires et les PPN, pas de transport en commun, pas de taxi, une administration fermée et des activités qui étaient vraiment limitées aux banques, au carburant, ainsi de suite. Ce qui est un peu cocasse, c'est que cette demi-journée libre a laissé croire à la population que le virus était moins actif le matin, que l'après-midi était un petit peu plus fort, donc il fallait un petit peu rester chez soi et qu'il était vraiment très méchant le soir, donc c'est pour ça qu'on avait le couvre-feu. On est rentré dans une deuxième période aujourd'hui qui est un déconfinement partiel, puisque la pression économique et la pression sociale a imposé, comme le disait le docteur Mukwege, de relâcher un peu la pression. Et donc aujourd'hui, les activités peuvent avoir lieu jusqu'à 13 heures, mais le port de masque est devenu obligatoire sous peine de sanctions de travaux d'intérêt général. Et à partir de demain, les transports en commun vont pouvoir commencer à fonctionner avec désinfection, lavage de mains, port de masque et tout. Ce que je retiendrai de tout ça, c'est que la chance qu'on a eue, c'est que les premiers cas sont arrivés après les autres. Et donc, on a cette arrivée tardive du virus a permis l'apprentissage par l'erreur des autres pays qui ont été touchés avant nous. Donc, on a moins tâtonné. Ça nous a permis de faire venir des tests. Alors, on n'en a pas suffisamment, mais on ne peut pas faire de tests à grande échelle, mais on a pu tester tous les passagers qui étaient arrivés par les derniers vols, là où on a eu des cas. Et on peut tester aujourd'hui tous les contacts et tous leurs proches. Ça nous a également laissé le temps de tester, de fabriquer et d'utiliser des remèdes à base de plantes locales, dont l'artémisia, dont les effets sur la malaria étaient déjà connus avant et que notre président a présenté officiellement hier. La dernière chance qu'on a, et je crois qu'elle est générale aux pays africains, c'est qu'on a une population qui est plus jeune, qui est plus résistante, dont le système immunitaire est plus résistant, puisqu'on a, on peut considérer que dans les bidonvilles, ce sont des quasi-survivants. Et puis quelque part, bon, ça n'a pas été prouvé, mais on a baigné dans la chloroquine pendant toute notre jeunesse. Et donc, en conclusion, Catel, vous m'entendez? Oui. Vous avez coupé pendant un instant, mais merci de mettre en avant déjà la situation et dans votre pays et aussi de montrer que vous avez bénéficié des erreurs des autres, qu'il y a une contextualisation de la réponse. Si c'est possible, Jacques, j'aimerais revenir vers le docteur Mukwege autour de cette question. Il vous écoute, il vous entend. Alors, docteur Mukwege, et ça c'est une question qu'on a aussi de nos participants, on dit aussi que l'Afrique et certains pays africains auraient bénéficié de l'expérience de l'Ebola et de la mise en place de systèmes, de structures qui aujourd'hui pourraient aussi contribuer à une réponse plus efficace autour du Covid-19. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez, docteur Mukwege? Je pense que l'expérience nous a vraiment permis d'avoir un contact plus facile, par exemple, avec la population, avec également les administrateurs. Ebola, on a eu des vidéos. Et donc, les mesures pour contenir Ebola nous ont beaucoup servi, permettre aux gens de comprendre, par exemple, le lavage de mains. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup avec le système de tester tous les contacts. Parce que quelqu'un testé positif, il faut absolument repérer et que ce contact soit donc détecté également pour soit le mettre en quarantaine, le mettre en soin. Je trouve que toutes ces expériences ont permis à ce que notre travail soit facilité. J'encourage beaucoup. Merci Jacques, c'est difficile, l'entente est difficile.
Ce que j'entends, ceci dit, c'est que vous confirmez de façon positive qu'effectivement, l'expérience à travers d'autres crises sanitaires a bénéficié à la réponse aujourd'hui. Je voudrais me tourner vers vous aujourd'hui aussi, Monsieur Redouane Najeddine. Bienvenue, un bienvenue chaleureux parmi nous. Vous êtes le président du directoire d'Al Barid Bank, la plus grande banque publique marocaine. Vous êtes aussi directeur général adjoint du groupe Post Maroc. Vous êtes docteur en finance. Quelle est la situation au Maroc, tant sanitaire qu'économique? Je voudrais d'abord vous poser la question au niveau de la situation sanitaire et de la réponse sanitaire pour passer ensuite à la réponse économique, s'il vous plaît. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation. C'est toujours un honneur, un grand honneur pour moi de participer avec 10 millions de personnalités. Et c'est toujours un grand plaisir de converser avec le professeur et président Jacques Attali, qui m'a toujours prodigué des idées très innovantes et très stimulantes pour aller de l'avant, pour chercher encore plus. Je voudrais juste m'arrêter un petit peu sur un mot qui est essentiel dans le débat, c'est quand on parle des chiffres et quand on dit que l'Afrique est moins touchée que les pays européens, que les États-Unis, que la Chine. Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai parce que ça dépend du nombre de dépistages qu'on fait. Bien sûr. On l'a remarqué au Maroc, on oscillait, on avait 3 centres de dépistage, et donc on oscillait entre 120 cas, 300 cas. Et lorsqu'on a fait 15 centres, on explose à 3000 et on ira à 30 centres de dépistage. Et donc on s'attend aussi à une évolution exponentielle. Tout ça pour mettre en garde les autorités africaines à ne pas être très optimistes vis-à-vis de ces chiffres parce qu'ils dépendent des centres de dépistage. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, donc, le Maroc a été au même titre que l'Europe en termes de réactivité, avec ses partenaires commerciaux et politiques historiques, en l'occurrence la France. Ils ont fermé les frontières en même temps, et donc aussi bien maritimes qu'aériennes. Et on a pris toutes les mesures qu'il fallait, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, il y avait déjà le couvre-feu. D'accord. Il y avait le confinement total, le couvre-feu. Mais avant ça, ce qui est très important, c'est qu'on a travaillé les préalables. Et je viendrai par la suite pour dire pourquoi il est presque impossible dans certains pays africains de parler de confinement. Alors, pour n'importe quel pays, pour le confinement, il faut des préalables. Donc, le préalable qui est maintenant usuel, c'est un comité de veille économique et un fonds dédié pour le filet social. Donc, il y a eu la création de comités de veille économique qui a surveillé le tissu commercial et industriel du Maroc avec le chômage qui s'ensuit, avec le chômage partiel et total. Et donc, plusieurs mesures ont été prises vis-à-vis des entreprises, rééchelonnement des dettes, rallongement des découverts, de la baisse historique du taux directeur de la Banque centrale de 25 points de base, exonération de toutes les mesures administratives, des liasses fiscales dans les délais. Donc, il y a eu quand même une adaptation de la loi et des procédures en conformité avec la situation critique que nous vivons. Donc, là, sur le comité de veille. Et ce comité de veille, donc, avec les calculs qui ont été faits, on se rend compte que l'économie marocaine prendra un coup, comme toutes les économies du monde. Les États-Unis l'ont annoncé, les Européens l'ont annoncé. Et on n'est pas des extraterrestres, donc avec nos ressources qui sont limitées, il fallait bien les prévoir. Et donc, avec le fonds, on a créé un fonds, je parle d'un fonds pour le filet social. Donc, ces gens qui sont au chômage, ces gens qui ont un travail dans l'informel,
pour les confiner, il faut bien les aider. C'est parce que je parlais du préalable. C'est un fonds qui était au départ d'1 milliard, et au départ principalement par l'Union européenne et le don personnel de Sa Majesté le Roi. Maintenant, il atteint 3,2 milliards. Et puis, on a fait appel à la dette précaution au niveau de la Banque mondiale de 3 milliards de dollars. D'accord. Merci. Je reviendrai vers vous par rapport à la réponse à la réponse économique que vous avez faite pour voir en détail comment ça fonctionne. Ce dont on discutait aussi pendant qu'on se préparait à cette conversation, c'est le fait que vous préconisiez aussi le port de masques et que vous êtes aussi un très fort producteur de masques aujourd'hui, qu'on ne trouve nulle part en France, qu'on ne trouve pas. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des chiffres autour de ça et nous dire comment vous contribuez à la réponse aussi internationale par rapport à ces besoins importants? D'accord. Au départ, il y avait un besoin national. Il existe toujours. Et donc, avec la pénurie, on a vu que l'Europe trouvait des difficultés à s'approvisionner en masques. La Chine a beau aider, mais ce n'est pas suffisant. Nous avions une chance, une malchance qui est devenue une chance, c'est qu'on est un grand pays exportateur de textiles. Et vu la crise, ces entreprises étaient à l'arrêt. Et donc, on a fait d'une pierre deux coups. D'abord, on les a incités à ne pas s'arrêter, donc ne pas créer du chômage, creuser le chômage. Et on a converti ces entreprises dans la production de masques avec une préalable homologation. Donc, ces masques répondent à tous les critères sanitaires reconnus par l'OMS. Et donc, on est passé de 2 millions à 3 millions à 5 millions. Et les entreprises continuent à se convertir. Et donc, c'est pour cela qu'il y a déjà des accords avec la France pour l'export des masques. Le prix est subventionné par l'État, c'est pour ça qu'il est à 0,75 cents. Mais même la production avec la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre, le coût des masques marocains sera toujours le moins cher d'après les coûts intrinsèques qu'on a calculés. Et donc, ça, c'est pour les masques, c'est réglé. Maintenant, c'est même une obligation. Il y a des pénalités, il y a des gens qui ont été emprisonnés pour ne pas avoir porté le masque. Et je vous assure que moi-même, avec ma voiture et mon chauffeur, je suis tout le temps arrêté pour voir si je porte le masque. Merci, Monsieur Najedine. Ce que je voulais mettre en avant, c'était la façon dont vous avez vraiment reconfiguré la production textile pour la production de produits essentiels qui maintenant s'exportent aujourd'hui. Et ça me fait revenir vers vous, Jacques Attali, pour parler un petit peu plus de la relation entre l'aspect sanitaire de la crise et évidemment l'aspect économique de la crise. Vous êtes Jacques Attali, le président de la Fondation Positive Planète, vous êtes un économiste renommé, vous avez été conseiller spécial du président Mitterrand pendant plus de 10 ans et vous avez été aussi le fondateur de plusieurs institutions internationales comme Action contre la faim et la BERD. Ça, c'est pour ceux qui ne vous connaissent pas. J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'audience. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de cette crise économique? Parce que ce que l'on entend aussi beaucoup, c'est que pour l'Afrique en particulier, ce sont ces répercussions économiques qui seront finalement les plus douloureuses dans les mois qui viennent, puisqu'elles affectent directement le moteur de croissance du continent. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette crise avec plaisir. économique? J'essayais encore de joindre le docteur Mukwege qui vient de couper notre relation, mais il me dit qu'il nous entend. Denis, tu nous entends? Denis, tu nous entends? C'est compliqué. Merci d'essayer. La question était pour vous, cependant, oui, donc je vous laisse répondre. J'essaie de le mettre quand même en ligne. Voilà, Denis nous rejoint. Merci. Bon, je pense que la situation est évidemment surréaliste parce qu'il y a à la fois… Bonjour Denis, enfin. La situation est en effet surréaliste parce qu'il y a à la fois à l'échelle mondiale une crise économique majeure. On a assez parlé pour l'instant de la crise sanitaire, même si certains disent qu'il y a 1 milliard de personnes qui peuvent être touchées en Afrique et qu'on peut craindre jusqu'à 2 à 3 millions de morts. Donc,
il faut craindre que la situation africaine ne soit en retard sur le reste. Il faut faire attention et je pense que tout ce qui a été dit vise à créer des conditions de ce produit. Mais il y a une crise économique mondiale énorme, puisque le PIB mondial va baisser de l'ordre de 10, 15, 20% en 2020. Les gens, le FMI dit moins 3, je n'y crois pas du tout, ce sera beaucoup plus que ça. Sauf si demain matin, le printemps fait que l'épidémie disparaît ou qu'on a un médicament ou un vaccin qui marche. En dehors de ces 3 hypothèses, disparition naturelle du virus, vaccin, médicament, je parle hors de ces hypothèses magnifiques. Hors de ces hypothèses, on a une crise qui va coûter 15 points de PIB à l'économie mondiale cette année, et si on repart à 5% l'année prochaine, ça sera 5% par rapport à moins 15, c'est-à-dire 85, ça sera plus 4, donc on sera à 89, 90, donc on aura encore perdu 10 par rapport à 2019. 10 plus 15, ça fait 25. On aura perdu 25% du PIB mondial en 2 ans, ce qui est gigantesque. C'est la pire crise de l'histoire qu'on peut nommer. Donc les conséquences seront, d'abord, ne sont pas encore conçues, parce que pour l'instant, on vit un peu comme ces personnages de dessins animés qui ont franchi une falaise et qui continuent à courir. Les banques centrales donnent les moyens de continuer à courir. Mais à un certain moment, il faudra affronter la réalité. Et pour parler de l'Afrique, la réalité, c'est quoi? Bien sûr, l'Afrique pèse très peu dans l'économie mondiale pour l'instant. Elle pèse 3, 4, 5%, même, peut-on penser. Mais l'Afrique dépend beaucoup du reste du monde, comme le reste du monde dépend beaucoup de l'Afrique. Indépendamment d'une éventuelle dramatisation de la crise médicale en Afrique, qu'est-ce que va perdre l'Afrique? Elle va perdre le fait qu'une grande partie de l'économie européenne, américaine et asiatique sera incapable d'avoir les moyens d'acheter ses produits. Même si nous avons très besoin de ces produits, on n'aura pas les moyens. Deuxièmement, elle va perdre tout le tourisme. Je pense en particulier à nos amis marocains qui sont en première ligne aujourd'hui sur cette question. Et elle va perdre, et c'est une perte gigantesque, elle va perdre les transferts de migrants. Les migrants n'ont plus les moyens. Or, aujourd'hui, on sait que les transferts de migrants, les migrants ont énormément, sont naturellement en Europe, et on le voit nous en France, puisque Positive Planet s'occupe beaucoup aussi des situations dans les quartiers. On voit bien que naturellement la crise touche les plus fragiles. Non seulement elle touche l'Afrique parce qu'elle est très fragile, mais elle touche les gens dans les quartiers en France et en Europe qui sont particulièrement fragiles. Et ceux-là vont avoir, même s'ils font toujours des sacrifices immenses pour leur famille rester dans leur pays d'origine, aura beaucoup moins de moyens de le faire. Or, comme on sait, d'après quelques années, les transferts de migrants, ce qu'on appelle en anglais remittances, c'est supérieur à l'aide au développement. Et ça va disparaître, ou en tout cas va être. Donc, si on ajoute l'impact de la réduction des achats en Afrique par les pays développés, de la réduction des transferts de migrants et de la réduction du tourisme, on a un impact économique sur l'Afrique qui va être gigantesque et qui ne trouvera de solution que si l'Afrique trouve de nouveaux marchés. Et là, l'exemple marocain est formidable parce que le Maroc s'est reconverti dans une partie de ce que moi j'appelle l'économie de la vie, santé, éducation, hygiène, numérique, alimentation, agriculture, énergie propre. L'Afrique a tout pour être le champion mondial de ce que j'appelle l'économie de la vie, dans les secteurs majeurs de l'avenir. Elle peut le faire plus qu'aucun autre continent. Et le Maroc, en se reconvertissant vers ces secteurs à grande vitesse pour devenir exportateur de produits de l'économie de la vie dont les pays occidentaux, les pays développés vont avoir besoin, est en avance sur un modèle sur ce que tout le continent va faire. Les secteurs d'économie de la vie, santé, alimentation, hygiène, éducation, digital, énergie propre, infrastructure, sécurité, culture et gestion de l'eau, gestion des déchets, tout ça, c'est des secteurs dans lesquels l'Afrique peut prendre et continuer à prendre un avance et exporter vers les pays en développement. Si elle ne le fait pas, l'exemple du Maroc montre qu'on peut le faire. Il y a d'autres pays, le Sénégal le fait aussi à sa manière autrement, puis d'autres pays le font. Si elles ne le font pas, elles vont rester dépendantes. Et une des chances de cette question, c'est aussi de permettre aux Africains de travailler davantage les uns avec les autres, de moins dépendre des pays européens. Ça peut être une occasion de créer les conditions de cette... Et nous, Européens, nous, pays développés, on doit continuer à faire ce qu'on a à faire. C'est pour ça que nous allons, nous, continuer au maximum de nos moyens d'aider les plus fragiles dans les pays d'opération de Positive Planet et dans l'ensemble des pays africains.
Je sais que toutes les agences de développement européennes sont totalement focalisées vers ça, aussi pour une raison tout à fait claire, pour ne pas laisser le champ libre à d'autres, non pas aux Américains qui n'y sont pas, mais à d'autres qui en Asie ne demandent qu'une chose, c'est à remplacer les Européens en Afrique. Je pense que la meilleure solution, c'est que les Africains s'occupent d'eux-mêmes et même deviennent des exportateurs vers les pays développés. Merci Jacques Attali aussi de donner cette perspective par rapport à l'opportunité qu'offre la crise, et je vais revenir vers les différents panélistes autour de cette question-là. Avant cela, je voudrais aussi vous poser la question du ballon d'oxygène financier et de ressources dont a besoin le continent au jour d'aujourd'hui. Qu'en est-il de l'aide publique au développement, des conversations de la semaine dernière par rapport à la dette, où en sont, est-ce que vous pouvez nous dire où en est cette solidarité internationale? La solidarité est là. Le G20 a pris une décision sur la dette. Tout le monde est très ouvert pour faire plus. Et je pense que c'est en effet l'occasion de remettre les compteurs à zéro. Les Africains ont d'ailleurs désigné 3 hautes personnalités pour négocier cela. Ça avance. Ce n'est pas forcément définitif, mais je pense que ça a du sens. J'ai parlé moi-même avec le patron de l'AFD il y a quelques jours. Oui. Nous voyons développer de nouveaux projets, dont certains d'ailleurs que nous allons mettre en activité avec le Positive Planet, mais qui n'est qu'un acteur parmi des milliers d'autres. Toutes les agences du développement sont tournées vers l'Afrique. Mais, encore une fois, il faut faire très attention. Il faut que cette aide à réorienter l'économie africaine. Denis le disait très justement, il n'y a pas assez de moyens en matière d'hôpitaux, de santé en Afrique. Donc, si c'est pour continuer à développer des industries qui ne sont pas utiles aux Africains proprement dit, des industries qui ne sont pas celles que j'appelle l'économie de la vie depuis quelques minutes, ce sera exactement ce qu'on fait en Europe ou aux États-Unis, c'est-à-dire donner les moyens à des industries qui sont moribondes de toute façon de continuer à survivre. Et ça, ce n'est pas forcément une réponse durable. Bien sûr, il faut créer les conditions de ce que ces industries en situation difficile, en particulier le tourisme, se réorientent. Sauf, encore une fois, si on invente un vaccin, un médicament demain matin qui va permettre de réouvrir dans 2 mois les hôtels marocains. Mis à part cette hypothèse, il faut repenser complètement notre rapport à l'industrie hôtelière, notre rapport et dans les pays africains comme ailleurs, il faut repenser la santé avec beaucoup plus de prévention. Il faut faire de l'hygiène, qui n'a jamais été une priorité dans beaucoup de pays en développement, et en particulier dans certains pays africains, une priorité absolue, Denis l'a dit tout à l'heure. Donc, il ne faut pas que l'annulation de la dette soit une annulation qui permette de continuer à faire les mêmes erreurs qu'on faisait antérieurement. Ce qui est compliqué, parce qu'il ne faut pas que l'annulation de la dette soit conditionnée une fois de plus, à une politique de rigueur, bien sûr. Merci. Je reviens vers vous, Monsieur Redouane Najmeddine, pour voir. Alors, le Maroc n'est pas encore l'un des pays qui peut bénéficier de ce report de paiement de la dette, même si les envoyés spéciaux de l'Union africaine sont en train d'y travailler. Moi, la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est le rôle d'une institution financière comme la Banque Postale dans ce contexte, par rapport à vos clients, par rapport aux ménages. Comment est-ce que vous accompagnez ces clients et ces ménages dans cette crise, étant donné le fait que c'est des répercussions économiques très importantes sur les plus défavorisés de votre pays? Alors, effectivement, le rôle de la Banque Postale, ou le Paris Banque, comme on l'appelle au Maroc, est crucial dans la mesure où, comme je l'ai dit, un Marocain sur 3 est client chez nous. Et en plus, il se trouve que ce filet social, c'est les gens les plus démunis, parce que nous sommes une banque low income, et il se trouve clients chez nous. Donc, nous devons d'abord, par souci citoyen, de les aider, mais aussi par souci commercial vis-à-vis de notre propre clientèle. Et donc, tout notre réseau est ouvert avec nos agences mobiles et avec ce qu'on va peut-être en parler, toute la digitalisation qu'on a travaillé il y a longtemps. Oui, j'aimerais que vous en parliez justement pour montrer comment est-ce que cette digitalisation est aussi peut-être une opportunité dans ce contexte de repenser la connexion aux plus démunis. Absolument. La digitalisation jusqu'alors a été présentée comme la cerise sur le gâteau,
Maintenant, c'est une nécessité aussi bien d'hygiène et de sécurité, parce que ça limite les contacts entre les personnes, le mobile banking, le wallet, le cardless. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de compte. En Europe, il y a des lois qui obligent les citoyens à avoir des comptes. Nous, on ne l'a pas, mais on est quand même à plus de 70% de taux de bancarisation. Mais ceux qui ne l'ont pas, ce sont ces gens dont on parle et qui sont très fragiles et qui sont dans l'économie informelle. Et donc, pour cela, le cardless, les guichets automatiques qui ne nécessitent pas d'avoir un compte, donc il suffit qu'il envoie un SMS de son téléphone pour dire voilà mon numéro d'identité nationale. Elle reçoit 2 codes, un code qui l'identifie et un code qui lui donne le montant et il retire. Et bien sûr, on s'assure du côté sanitaire au niveau des guichets automatiques. On invite les gens à utiliser des stylos au lieu d'utiliser leurs mains. Ceux qui préfèrent utiliser leurs mains, il y a un agent qui nettoie systématiquement avec des détergents le clavier. Et ça permet de fluidifier d'abord l'aide et sécuriser cette aide en termes sanitaires. On fait respecter une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. Et comme le service est très rapide, c'est très fluide, il n'y a pas d'attroupement, il n'y a pas l'effet pervers de vouloir aider ces gens et les ramener se croiser et donc répondre encore une fois à l'épidémie. Aujourd'hui même, il y a une flotte d'agences mobiles qui sillonnent les villages. Nous avons des patelins ruraux qui sont démunis de toute présence bancaire. Et donc, cela, c'est des agences mobiles qui sillonnent et qui payent les personnes qui n'ont pas de revenus. D'ailleurs, on a eu le malheur d'avoir vécu la 2e année de sécheresse. Et donc, il se trouve des gens dans le rural qui représentent 40% de la main-d'œuvre qui sont maintenant au chômage. Donc, on est en train de les aider aujourd'hui. Et les semaines à venir, il y aura pratiquement 1 million, 1,2 million de personnes qui vont être aidées dans le cadre de TICE. C'est une bourse qu'on donne pour la scolarisation, pour aider les parents à laisser les enfants scolariser. Merci. Je reviens vers vous, Monsieur Andjeti Souraïn, Monsieur le maire, pour vous poser la même question. Bon, d'abord, la première partie de ma question serait autour de votre gestion à vous, de ce contexte d'aider les plus démunis lorsque finalement les filets sociaux ne sont pas toujours là. Mais aussi, je voudrais vous poser la question de l'opportunité que peut présenter cette crise, en particulier par rapport à l'économie informelle dont on vient d'entendre parler aussi. Écoutez, on a d'abord d'un point de vue sanitaire la contrainte de notre mode de vie africain et qui est un vrai souci sanitaire. Nos transports en commun, les passagers s'entassent, l'habitat en partie dans la ville est un habitat de bidonville, donc on a une densité très élevée. Et on a une psychologie locale et un niveau d'éducation qui laisse croire à la population que la pandémie n'est pas un danger. À côté de ça, on a une pression sociale très forte à cause de la pauvreté et du fait que c'est l'activité quotidienne qui permet de se nourrir le jour même. Alors, je reviens juste un petit peu sur l'économie en général et on parlait de tourisme. Ce n'est pas la première crise qu'on vit à Madagascar. On a eu des crises où on a eu 6-8 mois de grève générale, c'était des crises politiques. Donc, on a une capacité de résilience des entreprises et une certaine habitude à gérer la crise. Donc, quelques mois, c'est encore gérable. La difficulté aujourd'hui, c'est de gérer le reste du monde par rapport à nous. Mais si on parle de tourisme, par exemple, ça peut être une opportunité. Si on arrive à contenir le nombre de cas chez nous, quand
certes, la saison est morte pour tout le secteur touristique, mais quand ça va se réouvrir, c'est une opportunité d'avoir une zone qui a été moins atteinte d'un point de vue touristique. Donc, ça vient plutôt appuyer le secteur du tourisme. Alors, quelle réponse sociale, nous, par rapport à une population, et si je parle de la commune urbaine de Tana, c'est un peu plus de la moitié qui sont des familles, des ménages défavorisés. Ah oui. On a été obligé d'organiser dans l'urgence de la distribution de vivres et de cash. Et donc, ça nous a obligés à recenser 100 000 ménages les 15 derniers jours, c'est-à-dire un tiers de la population de la commune, à travers un process qui a été validé par les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, le PAM et tout, ce qui permet non seulement de pouvoir profiter, d'utiliser nos fonds, de profiter des fonds qui nous sont donnés par les bailleurs et de pouvoir dans l'avenir, à travers un process qui est déjà validé par eux, de continuer à apporter une aide à ces populations. Donc on a les ménages vulnérables. À côté de ça, on a dû faire des recensements de catégories socio-professionnelles parce que la vulnérabilité, il y avait ceux qui étaient vulnérables toute l'année et qui sont encore plus vulnérables maintenant. Et puis, il y a ceux qui sont vulnérables parce que leur activité s'est arrêtée ce dernier mois. Donc là, je parle de taxis, de chauffeurs de bus. Donc l'aide a été donnée directement soit aux chauffeurs de taxi, soit aux chauffeurs de bus et non pas aux propriétaires. On a les marchands de rue informels qu'on a dû recenser, les personnes âgées ou plus drôle, on a un recensement des lavandières, parce qu'aujourd'hui, on a des lavandières dans les quartiers, donc on a 3000 lavandières recensées qui ont réussi à avoir un kit de vivres pour tenir. Aujourd'hui, le bilan après un mois est de presque 300 000 kits de vivres qui ont été distribués, et à partir de la fin de la semaine, il va y avoir 70 000 ménages, donc on multiplie par 4, ici un ménage c'est 4 personnes, 70 000 ménages qui vont commencer à recevoir du cash via mobile banking puisqu'ils ont été parfaitement identifiés avec des numéros de téléphone, des comptes de mobile banking, et donc ça nous a permis d'apporter une réponse vraiment terre à terre concrète à des contraintes qui étaient locales. Et là, pour être clair, monsieur le maire, une partie de cette population était une partie qui n'était pas recensée auparavant. Est-ce que j'ai bien compris ça? Donc, cette crise vous a donné l'opportunité finalement de les identifier et de les aider directement. C'est exact. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est à peine après 2 mois de mandat que la crise est arrivée. Et donc, tout ce qu'on aurait dû faire en 6 mois, on a été obligé de le faire en quelques semaines. Recenser les ménages défavorisés, recenser les catégories socio-professionnelles. Bon, c'est un sujet sur lequel on reviendra tout à l'heure, mais tous nos efforts aujourd'hui pour pouvoir apporter une aide, c'était prévu dans une action de la commune normale, de recenser la population, de savoir où elle est basée, ne serait-ce que pour une inondation, un cyclone, de savoir combien on a d'enfants, combien de femmes, combien de vieux, sur une zone identifiée comme étant sinistrée. Merci de mettre en évidence de façon très concrète comment est-ce qu'on peut finalement accélérer des processus d'inclusion à travers cette crise. Jacques Attali, je voulais revenir vers vous parce qu'on a des questions. On a beaucoup de questions en fait autour de l'opportunité que présente cette crise pour l'Afrique. On a des questions autour de l'opportunité régionale. Qu'est-ce que vous voyez à ce niveau-là? Vous avez parlé des envoyés spéciaux Covid-19 qui sont très haut calibre aussi, qui ont été mandatés très rapidement aussi. Qu'est-ce que vous voyez comme espoir par rapport à la dimension régionale africaine autour de cette crise? Il y en a beaucoup. Encore une fois, c'est l'occasion pour l'Afrique d'agir d'une façon groupée. L'initiative qui a envoyé 3 ou 4, je ne sais plus, personnalités exceptionnelles, 4, oui, négocier et me paraît une initiative intéressante et qui montre l'unité africaine. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, tant du Maroc que de Madagascar ou de Panzi, Bukavu montre qu'il y a des choses qui se font dans les pays africains qui sont extraordinaires et qui mériteraient d'abord d'être échangées entre pays africains. Je ne sais pas s'il existe un lieu, peut-être que l'Union africaine le fait, où les meilleures pratiques, en particulier ce que le maire de Tana vient d'expliquer,
sur comment donner des moyens au secteur informel, c'est formidable. C'est Oui. formidable. Je me disais que dans les pays développés où le secteur bancaire est à la fois très présent et très puissant et serait sans doute hostile à ce qu'on donne du cash par le téléphone mobile à des gens qui n'ont pas de compte bancaire, alors que évidemment c'est ça qu'il faut faire. Donc l'Afrique a une liberté et je pense qu'elle pourrait d'abord commencer par échanger ses meilleures pratiques entre elles, quitte à les mettre aussi à la disposition d'autrui. Et enfin, je crois que l'Afrique, c'est l'occasion de faire un saut dans son intégration, de développer les échanges entre pays africains. Alors, je sais qu'ils sont limités par des questions de structure, je sais que c'est aussi limité par des zones monétaires qui ne sont pas toutes les mêmes, et Dieu sait que c'est une question politiquement très, très sensible, mais je pense que c'est l'occasion d'accélérer la souveraineté africaine. La souveraineté africaine en termes… Moi, je rêve d'un concept qui serait la souveraineté pour la vie, c'est-à-dire la souveraineté dans les secteurs de l'économie de la vie. L'agriculture africaine pour les Africains, et donc la revivification de l'agriculture et des produits agricoles africains, qui sont, vous avez cité tout à l'heure le cas d'une plante dont je ne sais pas ce qu'elle vaut d'un point de vue thérapeutique, donc je ne me mêlerai pas des questions thérapeutiques, mais il y a des nourritures africaines qui ont été négligées, oubliées au profit de produits d'importation qui ont détruit la capacité de nourriture autonome. Donc, c'est peut-être une occasion de retourner vers ce qui est autonome et d'échanger. Mais je préfère entendre parler nos autres. J'aimerais beaucoup poser une question à tous sur est-ce qu'au fond, il n'y a pas quelque chose qui est en train de se jouer là, qui est un autre rapport à la mort, qui est que dans les pays développés, on a depuis les années 70-80 considéré que la mort était quelque chose d'inacceptable. Et donc là, on fait tout, non pas pour refuser la mort, parce qu'évidemment elle est là, mais pour créer les conditions pour que personne ne soit laissé sans soin. Et au fond, c'est ça qu'on fait en l'absence de médicaments et de vaccins. Est-ce qu'en Afrique, d'abord, est-ce qu'on est arrivé à cette même prise de conscience, puisque après tout, l'espérance de vie africaine est en train de monter et n'est pas extrêmement loin de l'espérance de vie européenne, même si elle est encore évidemment derrière, et surtout dans les milieux défavorisés. Mais est-ce que le rapport différent à la mort change quelque chose à la gestion de la crise? Denis, je serais content d'avoir ton point de vue là-dessus, peut-être aussi nos autres amis. Absolument. Je pense que cette crise, pour moi, constitue une opportunité pour l'Afrique de se poser des questions existentielles et même ces questions par rapport à la mort. Parce que je crois que pendant très longtemps, les soins en Afrique étaient tout à fait différenciés. Donc, les hôpitaux étaient surtout pour la population qui ne peut pas aller ailleurs pour se faire soigner. Aujourd'hui, avec la crise, on se rend compte que nous tous, nous devons faire confiance, nous devons recourir à nos médecins, à nos infrastructures. Et donc, absolument, je crois que après cette crise, ça m'étonnerait que l'Afrique retourne à la même façon de penser, que les solutions doivent être ailleurs. Et je pense que les solutions devraient être plutôt endogènes, trouver des solutions locales pour des questions qui se posent localement. Et par rapport à la mort, je crois qu'aujourd'hui, quand vous voyez comment les gens comprennent cette maladie à Kinshasa, j'ai l'impression que c'est une maladie venue de l'Europe qui touche d'abord les personnes aisées et ils ne sont pas concernés par cette maladie. C'est une mauvaise façon de réfléchir, mais la vérité est que qu'on soit riche ou pauvre, on est frappé de la même façon et on a malheureusement les mêmes types de traitements où il n'y en a pas presque et donc on subit la même chose. Et pour moi, je crois que ça, c'est très, très important par rapport à cette question que vous posez, la question par rapport à la mort. Ça serait tout à fait pour moi étrange que l'Afrique continue à réfléchir de la même façon. Et donc,
il est très, très important aujourd'hui qu'on puisse se poser la question de savoir pourquoi on ne peut pas développer nos centres de recherche médicale, pourquoi on ne peut pas développer la médecine traditionnelle africaine, pourquoi on ne peut pas essayer de résoudre les questions médicales, les questions par rapport à la santé qui se posent en Afrique en essayant de trouver des solutions locales. Et ça, je crois que ça sera peut-être des révolutions qu'on va observer puisque tout le monde vit la même peur et tout le monde voudrait avoir les mêmes, donc la solution à la question sans pouvoir recourir ailleurs. Merci, Dr Mukwege. On arrive bientôt. Et d'ailleurs, beaucoup des commentaires, on a plus de commentaires que de questions finalement qui s'affichent, viennent s'aligner à cela en voulant nous pousser tous à regarder quelles sont les solutions endogènes, effectivement. On va devoir malheureusement terminer cette conversation. Ce que j'aimerais faire, c'est de vous demander à chacun d'entre vous, qu'est-ce qui vous rend le plus optimiste aujourd'hui lorsque vous regardez vers le futur? Je vais commencer par vous, Dr Mukwege. Vous êtes ici. Qu'est-ce qui vous rend le plus optimiste aujourd'hui? Ce qui me rend le plus optimiste, c'est que l'Afrique a tout pour se développer. L'Afrique a tout pour répondre aux questions de développement qui se posent aujourd'hui en Afrique. Mais je crois que cette pandémie sera un choc, comme on l'a déjà évoqué dans cette webinaire, c'est qu'il y aura un choc économique certain. Et j'espère que chaque pays pourra essayer de recourir à ses capacités innovatives, recourir à ses ressources aussi bien naturelles que les ressources humaines pour essayer de résoudre ces problèmes. Et je pense que l'Afrique a des capacités qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été exploitées comme il faut. Surtout, nous avons vécu beaucoup de l'économie rentière, donc de l'exploitation minière, et absolument, comme Jacques vient de le dire, les pays qui importent nos minéraux ne les feront pas pendant un temps à cause de ces chocs économiques. Et donc, il faudrait absolument que, après cette crise, que l'Afrique trouve d'autres moyens de pouvoir répondre à ses besoins. Et je pense que nous en avons la capacité de pouvoir les faire avec un leadership qui nous amène vers cette nouvelle économie qui sera endogène, le développement endogène. Merci. Merci. Monsieur Najmeddine, je reviens vers vous. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, même question, vous rend le plus optimiste par rapport au futur pour l'Afrique dans ce contexte? Ce qui me rend très optimiste, c'est déjà la fin définitive de la mondialisation, qui a inculqué des valeurs qui s'avèrent fausses pour tout le monde, qui a leurré tout le monde. Et on se rend compte maintenant qu'il y a plus beaucoup de choses essentielles qui passent à travers nos esprits sans qu'on fasse attention et qu'on est passé à côté de beaucoup de choses qui sont essentielles. Et je rejoins aussi bien le professeur Jacques Attali que notre ami le docteur qui vient d'intervenir, le nom très difficile pour moi, de dire que l'Afrique a certainement tous les moyens pour pouvoir être autonome. D'ailleurs, ça commence, il y a une semaine, les trois présidents, le roi du Maroc, le président Ouattara et le président Sall se sont donné des coups de téléphone pour se mettre en marche, pour ordonner leur démarche, pour profiter l'un de chacun, chaque pays profite de l'expérience de l'autre. Et nous voyons bien qu'on a toujours dit que l'Afrique, c'est des terres arables immenses. Quand on prend par exemple le Soudan, on l'avait appelé à l'époque le grenier de l'Angleterre. Le Soudan à lui-même peut alimenter tous les pays arabes. Oui. Quand on prend le Tchad maintenant avec le barrage qui est en train de se construire, vous allez voir que le Tchad va être un pays exportateur parce qu'il fallait juste irriguer les terrains qui étaient autour du Nil.
Bien sûr, il y a des problèmes géopolitiques qui vont être réglés, mais toujours est-il que l'Afrique a beaucoup d'atouts. Maintenant, il a aussi des problèmes, l'Afrique. On a une dichotomie africaine, c'est que là, vous me parlez à moi ou quelqu'un d'autre ou ceux qui sont en train de suivre, nous sommes des intellectuels, nous avons une proximité culturelle, nous comprenons certains aspects ou certaines politiques aussi bien géostratégiques ou monétaires, mais il faut se rendre à l'évidence que par les confinements, ce que je disais au départ, confinement en Afrique, surtout subsaharienne, c'est cause perdue parce que ce sont des gens qui vivent le jour, et qui doivent sortir, et qui doivent vendre, et qui doivent ramener de quoi manger. Et quand on leur parle de coronavirus, c'est pas pire que Ebola, que le paludisme, que la guerre. Bien sûr, merci monsieur Najmi. Les dégâts de guerre ils sont immenses, donc à tel point que ça n'effraie plus. Merci, monsieur Rajmani. D'où l'importance de contextualiser. Hein. On n'est pas dans les mêmes contextes que ceux dans lesquels je me trouve aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Anja Tsitouraine, je reviens vers vous. Monsieur le maire, vous êtes toujours avec nous. Votre dernier mot optimiste sur le futur de l'Afrique et les opportunités créées par cette crise, s'il vous plaît, en 1 minute. Je reste persuadé que la crise peut créer des opportunités. D'abord, dans l'amélioration du mode de faire, comme on l'a vu tout à l'heure, ça nous a obligés à nous réorganiser différemment. Mais je parlais également du tourisme, on peut rebondir sur le tourisme. Un des participants parlait de mines, on a un des plus gros producteurs. Les cours souffraient de surproduction. Il est clair que toutes ces usines qui sont en train de fermer aujourd'hui, quelques-unes ne réouvriront pas. Donc, ça va venir ajuster les cours et ça peut être une opportunité pour le pays. Mais au-delà de ça, je pense que l'Afrique a montré sa capacité de résilience. Ce n'est pas la première crise qu'elle vit. Et quelque part, l'amateurisme africain, ça c'est le côté péjoratif, c'est aussi une réponse pragmatique et empirique. On a moins de rigidité, on a moins de procédures, on a plus de flexibilité. Et le meilleur exemple, c'est l'utilisation de nos plantes aujourd'hui. Combien de temps il faudrait pour homologuer ces plantes en Europe quand on voit la polémique qu'il y a eu sur la chloroquine, alors que nous, on commence déjà à soigner. Donc, on est moins rigide, mais quelque part, voilà, ça devient une opportunité. Donc, je reste persuadé que l'Afrique a un rôle à jouer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je laisse le mot de la fin à monsieur Jacques Attali. On est en retard. C'est de ma faute, mais j'arrivais pas à vous arrêter. Le mot de la fin, c'est pour remercier chacun d'entre vous. C'était un grand honneur de vous avoir et je me permettrai de vous appeler les uns et les autres séparément pour débriefer. Merci à tous. J'espère, et vous nous le direz en conclusion, à quelle heure et quand cette vidéo sera enregistrée et mise en ligne pour que tout le monde puisse la voir intégralement. C'est très important. Et je dirais, pour me répondre à votre question, pour moi, je suis ni optimiste ni pessimiste, parce que chacun d'entre nous ici, nous ne sommes pas des spectateurs de ce qui se passe. Nous sommes, vous êtes des acteurs. Et un acteur n'est ni optimiste ni pessimiste. Il essaye de jouer le mieux possible. Et jouer le mieux possible, pour moi, c'est de faire de l'Afrique le modèle de l'économie de la vie, dans tous les secteurs dont j'ai parlé. C'est là que se situe l'avenir du monde, c'est là que se situe l'avenir de l'Afrique. Et l'Afrique peut devenir là-dessus, on l'a vu dans beaucoup de choses qui ont été dites ici, pionnier. Mais ça ne dépend pas d'une attitude de spectateur. Nous sommes, pour prendre un exemple qui est proche à beaucoup d'Africains, nous ne sommes pas des spectateurs de match de foot, nous sommes tous les joueurs de ce match. Il faut le gagner. Merci. Lies, je laisse le dernier mot pour dire quand cela sera sur votre site. Je pense que ce serait important aussi d'afficher les commentaires qui sont très intéressants. Il y a aussi une mine de bonnes idées dans les commentaires qu'on a reçus. Tout d'abord, merci Catel pour l'organisation, l'ensemble des questions. Merci à tout le monde pour votre participation. Donc, le webinaire sera disponible dès aujourd'hui en ligne. Il a été enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur les réseaux sociaux de la Fondation Positive Planet. Yes.
partir de 17h ce soir. Voilà, il faut être précis. À partir de 17h, heure de Paris ce soir, le webinaire sera disponible et les équipes de Positive Planet vous retrouveront prochainement pour discuter des enjeux de la crise. Vous pouvez, s'il vous plaît, les uns et les autres, le faire disséminer sur vos propres réseaux sociaux autant que possible. Voilà, donc on se retrouve prochainement pour parler des enjeux de l'accompagnement de nos entrepreneurs en Afrique suite à cette crise du coronavirus. Voilà. Est-ce que je peux profiter de vous avoir tous en ligne pour vous dire que je serais très honoré si on faisait le même webinaire avec les mêmes participants dans un mois et qu'on essaie de voir ce qui se sera passé depuis un mois. Vous êtes d'accord? Merci à tous. Merci à tous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.